Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On commence comme d'habitude tout de suite par l'actualité de nos PME dans nos territoires. Dans l'actualité cette semaine, près d'Auray dans le Morbihan, West Boisson, un spécialiste de la distribution de boissons auprès des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, va investir 4,5 millions d'euros pour réaménager son site de production où travaillent une cinquantaine de personnes. Les parties de l'actuel bâtiment construit dans les années 70 sont vouées à être détruites. West Boisson compte au total, je vous le rappelle, 300 collaborateurs, 12 entrepôts dans les régions Bretagne et Pays de Loire et a enregistré un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros en 2022. Jusqu'au 14 janvier, le navire Energy Observer fait escale en Martinique. Il s'agit d'un navire autonome propulsé à l'hydrogène, offrant une performance environnementale remarquable avec zéro émission de CO2. Un reportage de Via ATV. Un navire pas comme les autres, intégrant une mixité énergétique exceptionnelle. Équipé de 200 panneaux photovoltaïques, d'éoliennes dans chacune de ses ailes, le Energy Observer avance à l'hydrogène, produite directement par l'eau de mer. Il a plus de 3 fois le tour du monde à son actif dans sa nouvelle configuration. Son fondateur est un ancien officier de la marine marchande. Tout au long de sa carrière, il observe l'impact des navires de transport sur l'écologie maritime. Mais c'est au cours d'une transat Jacques Vabre et d'une avarie qui le laisse sans électricité à bord que la révélation a lieu. Energy Observer, c'est avant tout un navire laboratoire qui symbolise un espèce de cercle vertueux d'énergie, les réseaux énergétiques de demain, associant un mix énergétique renouvelable avec du stockage d'énergie, parce que les énergies renouvelables sont intermittentes, avec de l'hydrogène qu'on produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Ce système de ce navire, c'est ce qui pourrait être développé à grande échelle en Martinique. Aujourd'hui, l'Energy Observer fait le tour du monde sans émettre le moindre rejet de CO2 ni de particules fines. Ambassadeur d'une transition énergétique qui a lieu aussi en mer. C'est de tester en milieu hostile les énergies renouvelables et une chaîne hydrogène. Donc pourquoi milieu hostile? Parce qu'en mer, ça va être salé. Ensuite, il va y avoir les mouvements de plateforme. Il va y avoir l'humidité, des grosses différences de température. Et ce qu'on pense, c'est que si ça marche dans ces conditions, ça va pouvoir marcher partout. Outil de sensibilisation à l'écologie, le navire repartira direction Paris. À terme, cette énergie propre pourrait être développée pour les cargos et les bateaux de plaisance. D'ici 2030, vous le savez, les magasins d'une surface supérieure à 1000 m² devront avoir réduit leur consommation énergétique de 40%. Une mesure imposée par la loi. Avec l'augmentation des prix ces dernières années, les hypermarchés ont tout intérêt à opérer des investissements majeurs dès aujourd'hui. Exemple à Semicourt ou encore à Sarrebourg, dans ce reportage de Moselle TV. En 2023, dans cette grande surface, l'ensemble des armoires réfrigérées ont fait peau neuve. Donc tous les meubles surgelés qui sont équipés maintenant de portes qui reviennent toutes seules avec un double intérêt, un meilleur maintien de la température et c'est indéniable, une baisse des consommations. Le fait de changer tous ces meubles nous permet d'économiser entre 10 et 20% d'énergie sur la maîtrise du froid. Forcément, avec 500 000 € par an de factures énergétiques, il n'y a pas de petites économies. D'ailleurs, l'hypermarché et ses bureaux sont passés à l'éclairage LED, avec là encore d'importantes répercussions. C'est encore une fois une baisse de 40% de la consommation par rapport à du néon classique. Quand on sait que l'électricité a augmenté de 40, 50, 60% en 2 ou 3 années de suite, on arrive à contenir les augmentations d'électricité. Prochaine étape, la pose d'ici mars de 4 à 6 000 m² d'ombrières sur le parking. De l'autre côté de la Moselle, à Sarrebourg, un autre géant de la grande distribution vient aussi d'investir massivement. Aux quelques 1600 panneaux photovoltaïques déjà installés en 2019 sur le toit du siège, 1200 autres vont se rajouter. La différence avec la nouvelle installation, la deuxième qu'on va réaliser, c'est que ça sera de l'autoconsommation, mais également de la revente du surplus qu'on ne consommera pas, qui sera revendu à Enedis. Ces nouveaux panneaux
permettront de produire sensiblement la même quantité d'électricité. On consomme ici à l'entrepôt 2 200 000 kW sur l'année. 512 000 kW qui sont déjà pris par la première partie de panneaux photovoltaïques et la deuxième phase sera équivalente. On dépassera le million, je pense, de kilowatts qui seront produits par les panneaux photovoltaïques. À la différence des parcs photovoltaïques, l'agrovoltaïsme veut associer production d'électricité et alimentaire. Une nouveauté qui séduit d'ores et déjà plusieurs agriculteurs dans l'Aube, dont Alexandre Dezobry. Selon lui, l'agrovoltaïsme présente des avantages économiques et écologiques. Les panneaux solaires répartis sur 130 hectares permettraient d'alimenter près de 29 000 foyers hors chauffage. Explication dans ce reportage de Canal 32. La ferme de l'Espérance est surtout connue du grand public pour sa vente directe grâce à la cueillette. Pour son fondateur, il ne s'agit que d'une infime partie de son projet lancé il y a près de 2 ans. Sa ferme du futur, accompagnée par les régions Grand Est, prévoit de fournir de l'énergie via des panneaux solaires sur les toits, mais aussi dans les champs, une technique particulière nommée agrivoltaïsme. Sur la partie grande culture agrivoltaïque, ça représente 140 hectares. Sur ces 140 hectares, on aura 1,80 h de panneaux, 2,80 m de haut. Donc vous allez avoir un système de haies. Comme les haies d'autrefois, l'agrivoltaïsme impose que l'implantation des panneaux solaires soit réversible et n'abîme pas les sols. Pour Alexandre Dezobry, ces haies artificielles apportent les mêmes avantages, notamment contre le vent. On va éviter en fait d'avoir cet effet de couloir. On voit qu'on a vraiment des cultures qui sont plaquées au sol. On retrouve à un moment donné de la journée un ombrage qui va être bénéfique pour l'humidité, pour le réchauffement du sol de la parcelle. On va avoir la possibilité d'installer un système de micro-aspersion sur ces rangées de panneaux. On peut espérer réduire de l'ordre de 30% l'utilisation de la ressource en eau. Autre atout, une bande enherbée de 1 mètre favorise le retour de la biodiversité dans les parcelles et le revenu régulier de la vente d'énergie sécurise la vie de l'exploitation. Même si la mise en service est prévue en 2025, Alexandre Dezobry explique d'ores et déjà à ses clients l'intérêt de ce changement des paysages agricoles. Le paysage a toujours évolué. Quand la Champagne créeuse avait des arbres, on l'a défriché. Aujourd'hui, finalement, on va remettre des bandes enherbées tous les 14 mètres. Est-ce qu'on est prêt à accepter en fait qu'il y ait une modification de nos paysages, mais qu'il soit une modification vertueuse ? Cette modification des paysages s'étend sur 3 communes. Siménil-Salière et Villechetif ont exprimé un avis plutôt favorable. 77% des habitants consultés de Crenay s'y opposent. On était pris entre 2 avis. Faire plaisir à l'agriculteur, qui est une démarche environnementale qui nous semble intéressante. Mais si vous voulez, quand on en a parlé au conseil municipal, ça a soulevé un certain nombre de problèmes. Quand on voit les panneaux de façon perpendiculaire sur un terrain en pente, et c'est le cas, ça fait une grosse masse noire. 130 hectares, c'est énorme. Pour vous situer, c'est 2 fois la commune d'Hainaut. On a l'autoroute, on a une voie à grande circulation, on a la rocade, on a les poteaux RTE, et en rajouter, c'est trop finalement. Mais une bonne partie de ces 77% accepterait un projet, si vous voulez, que d'un seul côté de la route, du côté déjà du maraîchage. Autre source d'embarras, dans le village, 3 autres agriculteurs aimeraient implanter eux aussi des panneaux solaires dans les champs. L'enquête publique pour l'obtention ou pas du permis de construire devrait se poursuivre en 2024. La période des fêtes, c'est terminé, mais pour ceux qui pensaient à la diète, voici venue l'heure de la galette des rois. C'est jusqu'à la fin du mois de janvier. Comme chaque année à l'épiphanie, elles débarquent, nombreuses dans les boulangeries et les supermarchés. Ces galettes font partie de la tradition. Mais en cette période inflationniste, les prix ont parfois légèrement augmenté. Un reportage de Colin Seul de LMTV. Ce sont les vedettes de ce mois de janvier. Les galettes des rois trônent dans les boulangeries. Malgré l'augmentation de certains prix, la clientèle reste présente. Mais c'est vraiment pour marquer le coup. C'est vrai que ça paraît cher dans l'absolu, même sans avoir une idée des prix précédemment. Donc c'est un investissement et peut-être qu'on ne va pas en acheter tous les jours et ça fait de la galette, peut-être que ce n'était pas le cas avant, un plat un peu d'exception pour les fêtes. Selon une étude de l'IFOP menée en janvier 2018, 94% des Français consomment des galettes des rois. Celles des boulangeries coûtent sensiblement plus cher qu'en supermarché. Chez cet artisan, une galette briochée 6 personnes vaut plus de 10 €, contre moins de 5 € dans certaines grandes surfaces.
Les gens ils comprennent pas pourquoi nous, les nôtres, elles sont à 20 €. Donc c'est pas simple. Mais ça, ce qui justifie ça, en général, c'est la qualité des ingrédients qu'on met dedans. On utilise de la poudre, de la bonne poudre d'amande, du beurre. Le beurre, c'est pareil, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est du beurre AOP. Le prix en conséquence du résultat, il n'y a pas de secret. Une galette à 3 €, faut pas s'attendre à des miracles. Dans cette boulangerie franchisée aussi, les prix sont supérieurs à 10 €. Mais le tarif reste le même que l'année dernière, une année 2023 où les coûts s'étaient envolés. L'ensemble de nos matières premières ont augmenté, mais l'ensemble de nos charges aussi, ce qui nous avait conduit en 2023 à ajuster le prix sur nos galettes. Par contre, sur janvier 2024, on n'a pas modifié nos prix, on a conservé ceux de l'an dernier. Nous, la galette va représenter 20% de notre chiffre d'affaires sur la période et on est obligé de pouvoir rémunérer nos salariés, rembourser l'ensemble de nos charges et donc d'avoir un prix sur les galettes qui rémunère l'ensemble de ces frais. Et puis une belle histoire pour terminer, surtout une belle initiative à souligner. Nous partons à Camlez, c'est dans les Côtes-d'Armor, pour rencontrer Patrice Erland. Une belle rencontre et un beau reportage de TBO. Il faut bien qu'on ait des gens qui fassent un peu le boulot qu'on est en train de faire. Ça n'existe pas aujourd'hui. Moi, je m'appelle donc Patrice Erland. Valentin Erland, mon fils, qui a 18 ans. On se trouve à Camlez, petite commune à côté de Penvenant, Tréguier, voilà. Mon fils cherchait une formation en boulangerie. Comme il a des troubles autistiques, c'était un peu inenvisageable de trouver un patron lambda parce qu'il fatigue très vite. Il a des troubles de l'attention et tout ça. Donc moi étant du métier, on a monté une association et donc depuis le mois de septembre, il est rentré au CFA de Ploufragan. Donc le but, dans 3 ans, il sera boulanger-pâtissier. Il faut absolument qu'il y ait des structures comme ça qui existent pour pouvoir lancer ce genre de jeunes dans la vie active parce qu'ils sont actifs comme tout le monde, quoi. On ne peut pas les laisser de côté, c'est pas possible. Les entreprises, les boulangers, vous avez entendu parler, ils sont tous embêtés avec les factures électriques et tout ça. Donc économiquement, ils sont à flux tendu. Donc on ne peut pas non plus leur demander de former des jeunes comme ça, c'est pas possible. Il faut que ça soit sous une forme associative et que ces associations soient aidées par les administrations, chose que nous n'avons pas encore fait, on n'a fait aucune demande, on a fait tout par nos propres moyens. Elle a encore un mètre. Ça m'énervait un peu de rien faire. Déjà depuis tout petit, je voulais devenir soit pâtissier, soit boulanger, dans un métier de bouche. Ça m'a permis de faire autre chose que rester assis sur ma chaise à jouer toute la journée. On a la chance que les Camlésiens, ils ont adoré la démarche, ils ont adoré nos produits. Et donc maintenant, le but, c'est de pérenniser cette association. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres jeunes à aider. C'est pour ça qu'il faut qu'on monte un petit peu en volume. Une fois qu'ils ont leur examen, ils sont plus légitimes. Ils ont dit, moi j'ai mon CAP, je peux travailler. Même si j'ai un handicap, j'ai quand même eu mon CAP. Donc je suis plus légitime à rentrer dans une entreprise privée lambda. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision. Nous sommes également disponibles en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci également à la dizaine de radios qui diffusent cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.